remercie. Monsieur Fabrice Brun. Merci Madame la Présidente. Je voudrais reprendre à mon tour l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit que la loi est l'expression de la volonté générale et que tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Et je pense qu'il nous faut tous reconnaître aujourd'hui collectivement que ces principes ne sont pas suffisamment appliqués à notre pays et on ne peut pas aujourd'hui se contenter de consulter les Français tous les 5 ans pour les élections législatives présidentielles. Ce n'est plus suffisant. Pourquoi? Parce que on a une évolution très rapide de la situation économique, l'émergence de nouveaux sujets de débat, la survenance de mouvements sociaux, sociétaux inédits tels qu'on les vit actuellement, le développement du numérique, de l'information continue, et tout ça a pour conséquence l'accélération du temps politique. Et déjà, je voudrais faire remarquer que le concepteur de la Ve République avait pour pratique d'éprouver de manière régulière la légitimité des responsables politiques, et plus particulièrement la sienne, en recourant soit à la dissolution, soit au référendum, mais n'est pas le général de Gaulle qui veut. Il entendait, selon sa conception institutionnelle, en recourant au référendum, faire des citoyens les députés d'un jour. Et je pense que cette phrase doit inspirer notre action, tout en engageant sa responsabilité. Alors c'est vrai que ses successeurs n'ont pas partagé cette conception de nos institutions et se sont souvent refusés à faire du référendum une question de confiance posée au peuple. C'est d'ailleurs l'invitation qui pourrait être lancée au président de la République, car à l'heure où dans notre pays tous les regards sont tournés vers Emmanuel Macron, il serait quand même surprenant que demain, si un référendum était posé sur la table, il concerne tous les sujets sauf lui. Voilà, et donc c'est pour ça que moi je crois que ce débat a un grand intérêt, ce débat qui nous est proposé aujourd'hui, et qu'il faut redonner la parole plus souvent à nos concitoyens. Encore faut-il trouver un cadre équilibré entre démocratie directe, représentative et stabilité des institutions, parce que la stabilité des institutions, il faut avoir de cesse de le rappeler, c'est la stabilité de notre pays. Qui est contre? Il n'est pas adopté. L'amendement numéro 9 nous est présenté par Monsieur Brun. Merci Madame la Présidente. Je voudrais dire d'abord à nos collègues de la majorité qu'amender, c'est débattre. Et ce débat sur les référendums d'initiative citoyenne est passionnant. Je voudrais remercier Monsieur le rapporteur de l'avoir invité dans notre Assemblée et qu'il est nécessaire parce qu'en effet, il est indispensable de permettre à nos concitoyens de participer davantage à la décision publique. Et c'est pourquoi j'ai déposé pour ma part plusieurs amendements, dont le premier concerne le référendum d'initiative citoyenne législatif. Dans son article 2, il prévoit que le pourcentage d'électeurs nécessaire pour le convoquer est renvoyé à une loi organique. Et par cet amendement, je vise à définir ce pourcentage dans cette loi constitutionnelle et à le fixer à 1% du corps électoral. Et je rappelle que ce pourcentage est celui qui est en vigueur en Suisse, dont le corps électoral s'élève à 5 millions d'électeurs et où 50 000 pétitionnaires peuvent initier une consultation référendaire. On a beaucoup parlé de la Suisse, en tout cas sur ce sujet ces derniers temps. On l'a souvent cité un exemple pour ce pays, pour son recours régulier à la consultation citoyenne. Et l'idée, c'est donc de s'inspirer de ce qui fonctionne chez nos pays, dans un pays voisin. Merci. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Oui, Monsieur Brun, c'est 1% également en Italie pour le référendum abrogatoire. C'est pourquoi moi j'émets un avis de sagesse sur cette question. Je vous remercie. Donc, je vais mettre cet amendement aux voix, donc le numéro 9 qui vient de recevoir un avis de sagesse du rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Pas adopté. Monsieur Brun pour l'amendement numéro 14. Merci Madame la Présidente. J'aborde là le contrôle de constitutionnalité du référendum d'initiative citoyenne. Et donc je propose de compléter cet article 2 par les termes suivants. La loi organique détermine les conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle la régularité du recueil des signatures d'électeurs nécessaires ainsi que la conformité constitutionnelle de l'initiative. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Monsieur Brun, si le dispositif de cet amendement était adopté, je m'engage à prévoir une coordination pour le contrôle des opérations par le Conseil constitutionnel, ainsi qu'un amendement relatif au filtrage des propositions qui reposerait sur un avis de ce dernier et le dernier mot laissé à une instance citoyenne. Avis défavorable.
Je vous remercie. Donc, je mets aux voix cet amendement numéro 14 qui vient de recevoir un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Amendement numéro 10, Monsieur Brun. Oui, merci Madame la Présidente. Cet article 3 concerne la création du référendum d'initiative citoyenne abrogatif. Et dans le prolongement de ma proposition à l'article 2 qui concernait plutôt la partie législative, l'amendement vise à définir le pourcentage et à fixer à 1% du corps électoral les électeurs inscrits sur la liste électorale qui peuvent déclencher un référendum sur le modèle d'autres pays, comme on l'a évoqué précédemment. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Bien, parfait, madame. La même réponse que précédemment, sagesse. Je vous remercie. Donc, je mets aux voix cet amendement numéro 10 qui vient de recevoir un avis de sagesse du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. 25, Monsieur Brun. Oui, merci Madame la Présidente. Par cet amendement, je souhaite attirer l'attention sur le risque de shutdown à la française que pourrait entraîner l'abrogation par référendum des lois de finances et de lois de finances sécurité sociale. Et je serai bien sûr demandeur de l'avis éclairé de notre rapporteur sur cette question, parce que l'abrogation en cours d'année d'une loi de finances ou d'une loi de finances de sécurité sociale rendrait, ou pourrait rendre, sans fondement juridique les dépenses de l'État ou des organismes de sécurité sociale et porterait atteinte ainsi au fonctionnement des services publics. Cette exclusion des textes budgétaires est d'ailleurs appliquée dans d'autres États admettant le référendum d'initiative citoyenne. Ainsi, l'article 75 de la Constitution italienne dispose que les lois fiscales ou budgétaires ne peuvent pas faire de demande d'abrogation. Et pour prendre un exemple concret, abroger par référendum la loi de finances ou la loi de finances sécurité sociale pourrait rendre impossible dans la foulée le versement des retraites, des prestations sociales, le salaire des fonctionnaires et toute dépense engagée par l'État. Avouez que si c'était le cas, ce serait pour le moins gênant. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Brun, je me suis déjà prononcé sur l'exclusion des lois de finances du champ du référendum. Je ne considère pas que cela soit opportun. Néanmoins, vous avez raison de soulever cette question et il est nécessaire d'apporter une garantie. Et c'est ce que nous pouvons faire d'ici la séance si le dispositif était adopté. Avis défavorable pour l'instant. Je vous remercie. Je mets aux voix donc cet amendement qui vient de recevoir un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Amendement 26, Monsieur Brun. C'est le même esprit que le précédent, mais pour les budgets des collectivités territoriales, que je propose de sortir du champ abrogatif du référendum afin de leur permettre de mettre en œuvre leur budget et de ne pas porter atteinte au bon fonctionnement des services publics locaux. Monsieur le rapporteur. Et je ferai la même réponse que précédemment. Donc je mets aux voix directement l'amendement numéro 26 qui vient de recevoir un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas contre. Il n'est pas adopté. Amendement pouvant être soumis à une discussion commune. Monsieur Brun pour le numéro 12. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je voudrais bien rappeler, comme cela a peut-être déjà été fait, qu'il y a une différence entre le seuil de déclenchement pour organiser un référendum et le seuil de décision qui est le fruit du vote auquel tous les électeurs sont conviés. Il n'aura peut-être échappé à personne que cet amendement n'est pas tout à fait dans la ligne politique ou d'une ligne politique différente de celle des Républicains. Mais pourquoi je propose de réserver le référendum révocatoire au seul président de la République? Parce que les échanges sur le terrain avec des milliers d'Ardéchois ou de Français, qu'ils portent un gilet ou pas d'ailleurs, ces derniers mois ont beaucoup porté sur la réelle faisabilité de l'article 68 de la Constitution. En fait, la question que posent les gens sur le terrain, qui ne sont pas tous des constitutionnalistes, enfin, ceux que je ne suis pas moi non plus, la question qu'ils posent, c'est finalement l'article 68 qui permet de destituer le président de la République, il est inapplicable dans les faits. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai proposé cet amendement pour amorcer ce débat. C'est vrai que la révocation du président de la République est un acte grave, c'est une remise en cause de l'élection du chef de l'État au suffrage universel direct, et c'est pourquoi le présent amendement vise à porter à 10% du corps électoral le pourcentage permettant
de déclencher le référendum révocatoire du président. Et je rappellerai qu'en 2018, le corps électoral français s'élève selon l'INSEE à un peu plus de 45 millions de Français. Et retenir ce chiffre de 10% permettrait ainsi de déclencher la procédure de référendum d'initiative révocatoire du président de la République à la demande de 4,5 millions de Français. C'est bien le seuil pour pouvoir déclencher le référendum. Ensuite, c'est l'ensemble des Français, bien évidemment, qui se prononcerait. Pas adopté. Monsieur Brun pour le numéro 11. Merci Madame la Présidente. C'est le même esprit que l'amendement précédent. Il fixe à 10% le nombre d'électeurs permettant de déclencher le référendum révocatoire du président de la République. Et donc, il nécessite 4,5 millions de signataires pour engager la consultation de 45 millions de Français. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Monsieur Brun, même réponse. Le président de la République est un élu comme les autres. Il doit être soumis aux mêmes règles. Donc le même seuil de déclenchement du référendum révocatoire, avis défavorable. Je vous remercie. Donc je mets aux voix cet amendement numéro 11 qui vient de recevoir un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Des amendements identiques de suppression. Le numéro 13, Monsieur Brun, et le 23, Madame Ménard. Monsieur Brun. Oui, merci Madame la Présidente. L'article 5 de cette proposition de loi vise à instituer un référendum d'initiative citoyenne constituant, et plus précisément, un référendum national relatif à la convocation d'une assemblée constituante. Cette proposition, si elle était adoptée, risquerait de nous replonger dans le concours Lépine institutionnel, qui est une véritable passion française, et à laquelle notre pays s'est livré depuis la Révolution. C'est l'occasion de rappeler que depuis 1789, notre pays a connu 14 constitutions différentes et a testé toutes les formes de régime possibles. Et avec la Ve République, notre pays connaît enfin une véritable stabilité institutionnelle avec des gouvernements qui s'inscrivent dans la durée. Alors, les défauts originels de ce texte, ce que Georges Pompidou appelait le châtiment institutionnel infligé au Parlement par le général de Gaulle, ont été gommés au fur et à mesure des diverses révisions, peut-être pas suffisamment d'ailleurs, et même si, à mon avis, la plus grande vigilance s'impose avec le projet de loi de réforme constitutionnelle porté par le gouvernement, qui, on le sait, affaiblirait gravement les prérogatives des parlementaires. Je voudrais vous dire que, en substance, les institutions sont en fait ce que les hommes en font. Et je terminerai avec le jugement du doyen Vedel sur la Ve République, qui disait « Cette Constitution est, par son histoire, comme un vêtement qui a été longuement porté. Il y a beaucoup de plis d'aisance, c'est parfois froissé, mais il n'est pas nécessaire de retailler le costume. Et donc c'est pourquoi je propose de supprimer l'article 5.